Bonjour à vous et bienvenue parmi nous pour ce nouveau Téléglise. Salut à vous et bienvenue à Téléglise. Salut à vous et bienvenue dans Téléglise. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Téléglise. Madame, monsieur, bienvenue sur le plateau de Téléglise. 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 Téléglise, bienvenue. Parce que finalement, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut revoir un petit peu notre image du paroissien type. Manfred Buller, bonjour. Bonjour. Là, ça va pas passer. Voilà. Plutôt blanc, plutôt rosé? Plutôt blanc. Plutôt rosé. C'est bien parti. Pourquoi faire un esclandre quand on est confronté au dernier, à la dernière porte, là, à ce chemin? Nous avons décidé d'évoquer cette question difficile du suicide sur ce plateau. Et pour le faire, nous avons invité la théologienne bien connue, Lita Basset. Lita Basset, merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre-Alain Kessy, vous êtes responsable qualité de Régénov à Tramelin. Pia Grossolt, vous êtes conseillère synodale. Carolina Costa. Hans Stöckli. Lionel Friedli, batteur de renommée. Zaché Becce. Bonjour. Christian Borle, combien de fois vous êtes allé en camp à Berlin? Alors j'ai eu la chance de faire 18 fois. Quand les cloches sonnent, on fait stop. Et merci à tous ces visages, ces personnes qui ont fait de notre émission ce qu'elle est depuis plus de 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Comme vient de le dire Nadine Manson, quand les cloches sonnent, on fait stop. Et oui, aujourd'hui, le rideau tombe. C'est notre dernière émission Télé-Église. Mais avant de nous quitter définitivement, laissons-nous le temps de revenir sur l'histoire et les personnes qui font Télé-Église. N'est-ce pas, Reto ? Effectivement, Khadija, c'est avec beaucoup d'émotion que nous regardons en arrière sur 20 ans d'émission et nous allons pouvoir porter un regard en arrière sur quelques souvenirs. Et je te propose un premier retour dans le passé. Nous sommes en décembre 2012. Les jeunes de l'année propédeutique de l'école d'art visuel de Bienne ont investi l'église du Pascar lors d'une exposition consacrée à la fin du monde. La fin du monde, on ne peut pas s'imaginer. L'idée, c'est de réagir sur ce lieu. C'est pour ça qu'on est aussi directement venu à l'église. On n'a pas préparé l'exposition à l'école. Alors c'était la question, qu'est-ce qu'on représente comme image? Et moi, personnellement, comme prof, j'ai pensé, alors on dit, on ne crée pas une image, on travaille qu'avec la couleur. Alors qui est aussi une image, mais c'est plutôt libre de différentes sortes d'interprétations. Maintenant, vous avez tout l'espace pour vous, c'est la lumière qui traverse les murs, c'est le bois, le contexte de l'église. Alors, maintenant, c'est à vous de réagir sur cette situation-là. On est maintenant en train de peindre tout foncé, très, très sombre, un petit peu brut, pour montrer vraiment l'apocalypse, la mort. Et à l'intérieur, il va y avoir ce nouveau commencement avec des couleurs très claires. En fait, je ne pense pas qu'il y a vraiment une fin du monde, mais quand même c'est très intéressant de penser s'il y a une apocalypse et quelque chose qui finit. Comment on peut réagir sur ça, avec des couleurs, avec des émotions. On a un autre projet qui est l'Apocalypse, un peu illustré, un peu comme la Bible le représente. C'est de manière très symbolique, mais là on va représenter les cavaliers de l'Apocalypse. Pour moi, c'est des métaphores en fait, de ce qu'on peut vivre à travers la dictature, à travers la guerre, la famine, ce genre de choses qui peuvent arriver sur Terre. Pour moi, cette exposition, elle est une chance de pouvoir sortir un peu de l'école du Fort Crours, de montrer un peu à la ville ce qu'on fait là-bas derrière la gare, et puis une chance personnelle aussi de pouvoir exposer dans un lieu public. Moi, je ne pense pas que ça sera la fin. Mais je trouve assez intéressant cette tension et puis la force. Et ouais, aussi l'idée de recommencement. Ouais.
Retour en studio pour cette dernière émission Téléglise. Et c'est en fait la première fois que nous présentons ensemble, Khadija. Mais Téléglise, ce n'est pas que nous deux, c'est toute une équipe. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur cette équipe qui fait Téléglise ? Alors, nous sommes 4 personnes dans Téléglise. Donc, il y a un producteur qui s'appelle Nicolas Meyer. Je pense que les gens le connaissent de nom et puis parfois ils ont eu l'occasion de le voir aussi. Et Bastien Beziger qui s'occupe de la réalisation, donc tout ce qui est reportage pour les émissions Téléglise. Alors donc, ça fait 4 personnes qui font que Téléglise existe depuis plusieurs années. Sans oublier les personnes qui étaient là aussi, les équipes précédentes avec Christian Elmer, Cédric Nemitz, Jean-Marc Elmer aussi à certains moments. Et maintenant, justement, pour revenir à Nicolas Meyer, notre producteur, il a réalisé et il a participé à un reportage au Musée de la Communication de Berne que je vous invite à découvrir tout de suite. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à la clinique de la communication. Je passe un dernier coup de fil important, j'éteins mon téléphone et je me lance. Le correspondant désiré est momentanément inatteignable. Veuillez essayer plus tard, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, bienvenue à la clinique de la communication. Vous voyez, il y a une quantité d'informations chaque jour pour chacun de nous. Et nous avons calculé que chacune du monde devrait lire chaque jour 12 000 livres vis-à-vis de flot d'informations. Et malheureusement, ce n'est pas possible, alors il faut trier judicieusement les informations. Pour commencer, je vous propose un check-up. J'entame mon check-up. La question, vous servez-vous à l'occasion d'un attel pour téléphoner ou envoyer des SMS, a tendance à me peser, pas vraiment d'accord. Ça, c'est votre indice personnel de communication et je peux constater que vous êtes un cas assez grave. Votre traitement commence dans la salle orange. Vous êtes un cas assez grave. Donc ici, je suis pas mal dans le rouge, est-ce que c'est grave ? Oui, ça peut être très grave. Par exemple, votre indice de culpabilité est très rouge, alors vous n'êtes pas seulement victime, vous êtes aussi coupable d'informations. Il y a aussi une souffrance, vous souffrez de la communication. Nous avons réalisé que le comportement avec la communication, ça peut être un risque pour la santé. Donc, parce qu'aujourd'hui, on a l'idée qu'on doit être joignable 24 heures sur 24 heures. La communication est mobile dans nos jours. La quantité est énorme. Ce sont des facteurs qui font ce problème. Ici donc, on apprend à classer ses emails. Oui, c'est très important de se demander est-ce que ce courriel est urgent, oui ou non. Si c'est ni important ni urgent, c'est à effacer. Ce n'est pas une exposition classique, c'est un espace où le public peut faire des expériences. C'est comme au théâtre, le visiteur devient acteur, il fait partie de cette scénario ici. Et c'est une situation où il peut apprendre quelque chose, où il peut réfléchir sur sa vie quotidienne. Maintenant, là, il y a une station pour le multitasking. Dans la vie quotidienne, nous faisons plusieurs choses à la fois. On écrit un rapport, et il y a toujours les courriels qui entrent, mais en principe, ça ne fonctionne pas. Pour sortir de ce flot d'informations, on doit abandonner l'idée d'être joignable 24 heures sur 24 heures. On doit abandonner l'idée de faire le multitasking et on doit avoir le courage de dire non. C'est très simple. Votre ordinateur, il y a le bouton off. Alors utilisez ce bouton et vous avez le choix. Vous pouvez toujours dire oui ou non. C'est à vous de choisir. Alors Reto, on vient de voir on a parlé d'une partie de l'équipe. Il y a aussi des jeunes qui ont énormément participé aux émissions Téléglise. Et pourquoi cet intérêt de Téléglise pour les jeunes ? Alors en fait, effectivement, on connaît
peu cet aspect de telle église dans le public. On a beaucoup collaboré avec des jeunes, notamment avec les jeunes, le réseau des jeunes de la paroisse réformée de Bienne. Ils ont proposé ce qu'on appelait le pôle technicien, des jeunes qui venaient en studio pendant l'enregistrement s'occuper du réglage du son. Et puis en 2009, nous avons réalisé une émission en collaboration avec les jeunes du réseau des jeunes. C'était une émission sur le thème « Les Biennois et leur coupe de cheveux ». C'était dans le cadre du parcours culturel. Et puis, 10 ans plus tard, en 2019, nous avons fait une émission en collaboration avec les jeunes du syndicat paroissial Par 8, une émission qui a été réalisée avec ces jeunes, mais non seulement la préparation, mais les jeunes étaient effectivement aussi sur le studio, enfin en salle, et présentaient l'émission. Et je vous propose de découvrir ce document fait en collaboration avec les jeunes. Pour vous faire découvrir les activités jeunesse en église, je vous propose de visionner un petit reportage sur un YAS solidaire qui s'est déroulé en mai dernier à Tavannes. Un reportage signé Nicolas Meyer. Trèfle. On a organisé un YAS qu'on a appelé intergénérationnel, dont le but est de réunir les jeunes et des moins jeunes. L'idée est venue vraiment d'avoir un échange avec des personnes plus âgées, avec des jeunes, pouvoir vraiment trouver un lien de jeu et puis de redécouvrir aussi les deux âges si on veut. C'est un petit peu mon dada de jouer aux cartes, puis c'est sympa de jouer contre des jeunes. Ça fait un petit moment que je regarde un peu les YAS qu'il y a dans la région parce que en fait, je trouve ça sympa. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait ça sur le groupe du KT, je me suis dit pourquoi pas. Puis je me suis dit que ce serait aussi l'occasion de une fois demander à mon papa. Et puis c'est sympa, quoi. Comme ça fait un petit moment en famille avec des amis. Et puis voilà. J'ai jamais vraiment vu des personnes âgées qui n'étaient pas fortes au jeu de cartes, quoi. C'est toujours un grand combat pour gagner des points. On apprend beaucoup des aînés et puis c'est un moment de partage vraiment intéressant. Je suis désolé. Réunir des jeunes, c'était ce qui était un peu plus difficile. Autant les personnes âgées, on les voit souvent dans des lieux, des cafés, etc. Ils ont l'habitude de participer à ça. Puis les jeunes, il fallait un peu les chercher. Mais je pense qu'on a un peu un déséquilibre, mais on peut vraiment être satisfait du résultat. Puis pour une première édition, c'est vraiment sympa, quoi. Moi, je regardais la liste. C'était presque 51. Telle église, c'est surtout des thèmes d'église, des thèmes liés à la foi. Toi, en tant que journaliste, sans formation théologique, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aborder comme ça des thèmes d'église ? Alors, il est vrai qu'au départ, quand on m'a proposé de présenter cette émission, je me suis dit, est-ce que je suis la bonne personne pour présenter les thèmes théologiques ? Puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, c'est des thèmes qui touchent et qui parlent à tout le monde, parce qu'il y a une parole qui est derrière tout ça. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et également, c'est tout cet aspect dignité humaine que je trouve qui peut être d'un domaine universel et qui touche tout en chacun à un moment ou à un autre de son existence. Et il y a eu aussi, c'est vrai, des émissions en lien avec les églises chrétiennes, mais aussi également des émissions avec des bouddhistes, des musulmans, des juifs. Il y a eu vraiment une pléthore d'émissions religieuses et c'était aussi un moment pour moi de découvrir ces différentes manière d'appréhender sa religion. Et ça, c'était très, très intéressant. Et justement, à ce sujet, j'aimerais vous montrer le reportage concernant le baptême, un thème bien télé-église. Le baptême a toujours été une évidence. Ça a toujours été très clair dans nos têtes, simplement que c'était un acte qui était important et qu'il fallait le faire. Le 10 novembre dernier, nous avons baptisé Lenaël, qui est notre petite dernière. C'était un baptême avec une petite touche écossaise, parce qu'on est de la petite noblesse de ce pays-là. Et nous avons passé un très bon moment avec notre famille et nos proches.
pour moi, le baptême, c'est d'abord demander à Dieu sa protection pour cet enfant. En tant que papa, je protège mes enfants, mais on ne maîtrise pas la maladie, les personnes malveillantes, les aléas de la vie. Donc pour ça, je demande la protection de Dieu. C'est aussi accepter qu'il y a un autre plan prévu pour cette petite fille. Donc si sa vie devrait être moins longue que ce que j'espère, c'est aussi accepter ça et pas renier ma foi par la suite. C'est vraiment de dire, mes filles, elles sont importantes. Moi, je vais veiller sur elles du mieux que je peux. Mais je ne pourrai pas tout faire non plus. Et donc voilà, je vais confier mes filles à cet être supérieur pour qu'il s'en occupe lui quand moi je ne pourrais pas le faire. C'est aussi une question d'appartenance à une communauté, de dire voilà, on a des origines, on vient d'un endroit, on partage certaines choses, on partage certaines croyances. Allez ma belle. On va se mettre chaud. Je sais pas ce que c'est. On mélange tout. Tu t'en souviens toi? Alors on va y aller l'escalier. Avant de baptiser ma première fille, je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est mieux de baptiser puis de ne pas demander à l'enfant plutôt que de faire un chemin qui amènerait à la foi et que c'est l'enfant qui choisisse de se faire baptiser avec la communion. Et on a décidé pour cette protection de baptiser nos enfants. Il a de grandes oreilles pointues, un petit nez qui remue. Il a de grandes moustaches comme ça et de grandes pattes en bas. Baptiser, c'est pas juste du tout cuit, voilà, merci beaucoup. C'est aussi s'engager à amener cet enfant sur un chemin de réflexion. On va pas l'obliger, mais c'est vraiment à faire découvrir tous les aspects de la foi. Livre au ciel. Aux personnes qui ont une hésitation face à ça ou qui n'ont pas envie de faire baptiser leurs enfants, je leur dirais très franchement de faire selon leur envie. Si l'envie n'est pas là ou s'ils ne sont pas sûrs, autant ne pas le faire. Je pense que vraiment c'est un acte de foi à la base. Ce qui est incroyable et ce qui me surprend à chaque fois quand on a eu nos émissions Télé-Église, c'est cette variété de thèmes incroyables qui touchent tout un chacun. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Reto? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une chance qu'on puisse comme ça aborder des thèmes très différents, toucher à des domaines de vie très variés, un petit florilège. Hein. On a parlé d'agriculture, de migration, de pauvreté, de sport, notamment le ski. Mais nous avons aussi parlé du voile, du minaret, mais aussi de spiritualité, dans l'art, dans la musique. Nous avons parlé de la région, mais aussi de situations ailleurs dans le monde, notamment en Afrique. Bref, nous avons porté un regard d'une émission religieuse sur le monde d'aujourd'hui. Et un exemple parmi d'autres, c'est la thématique de l'intégration des personnes en recherche d'emploi dans le monde du travail. Je vous invite à découvrir un reportage qui a été réalisé auprès du CSP. Je m'appelle Stéphane Ador, j'habite Sécourt. Je suis chez Regenov depuis avril 2012. Si je suis chez Regenov aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris un risque il y a quelques années de me mettre comme indépendant. Mon affaire n'a pas marché comme je le souhaitais. Et suite à la fermeture de mon commerce, j'ai été obligé de m'inscrire aux services sociaux et je suis aujourd'hui chez Regenov dans un programme justement d'occupation.
Regenov, c'est une institution qui accueille des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ont besoin d'un soutien individualisé et d'une stratégie individualisée pour se rapprocher de leur prochain emploi. Les personnes qui viennent à Regenov sont principalement issues du chômage, c'est donc des personnes qui bénéficient de mesures de marché du travail de la part du chômage. Et puis, il y a d'autres personnes qui proviennent des services sociaux, soit de la ville de Bienne, soit des services sociaux du Jura bernois, et pour lesquels on fait un encadrement au niveau du travail et de la potentialité de reprise d'emploi. Pas la crise, panouille et l'exil, des trésors satinés. Voilà l'atelier de menuiserie avec la fabrication de différents objets. Regenov propose évidemment plusieurs programmes. Il y a des programmes qui sont simplement de l'encouragement à la candidature, coaching à la candidature, mais il y a aussi également des ateliers de travail, une menuiserie, une serrurerie, un atelier mécanique, un magasin brocante pour la vente et aussi un atelier d'électricité. Alors ici on arrive à la réception de Regenov avec tout le bureau administratif. Le fait d'être ici m'apporte une expérience supplémentaire dans tout ce qui est gestion administrative. Ça m'apporte aussi un suivi régulier, disons, par rapport aux horaires de travail, un respect des horaires de travail, des règles dans une entreprise. Plutôt que d'être oisif à la maison, ça m'oblige à avoir un certain rythme de vie qui est très utile dans le monde du travail. La structure des ateliers est faite justement pour accueillir des personnes qui ont besoin d'être recadrées dans leur vie, qui ont eu une longue période ou une assez longue période d'inactivité, qui doivent reprendre des routines à la fois de travail, des routines de collaboration, des routines d'apprentissage et de production. Et donc ces ateliers sont là pour encadrer ces personnes. Cet encadrement est destiné surtout à leur redonner un rythme, à leur redonner une routine journalière, à leur redonner aussi des obligations vis-à-vis d'un employeur, mais aussi vis-à-vis de collègues, leur redonner aussi des objectifs, à la fois des objectifs privés, mais des objectifs professionnels. Donc c'est un recadrage complet de la personne. Alors Khadija, une part importante de nos émissions a été tournée ici, en studio, dont l'apparence a changé pendant les années. Mais certaines émissions ont été tournées entièrement à l'extérieur, notamment les émissions d'été. Alors, quel souvenir gardes-tu de ces émissions d'été? Alors, j'ai un souvenir de moments d'aventure incroyables, puisqu'on partait vraiment à l'aventure avec la caméra, ne sachant pas s'il allait faire beau ou pas beau, parce que voilà, la météo était incertaine, on ne savait pas les personnes, si on allait les rencontrer, dans quelles conditions, etc. Donc, c'était toujours des moments extrêmement passionnants. On avait vraiment l'impression d'être des reporters d'images, des globetrotters de la région aussi. Et ça m'a permis de découvrir des endroits absolument fabuleux que je ne connaissais absolument pas. Et ça, c'était des moments extrêmement riches également. Et justement, pour revenir sur ces moments, on vous propose quelques extraits de ces reportages estivaux. Prochain arrêt, île Saint-Pierre. Bonjour, dans le cadre du 300e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, nous avons décidé, pour notre promenade estivale, de vous emmener sur la presqu'île de l'île Saint-Pierre. L'île Saint-Pierre est devenue célèbre notamment grâce au philosophe qui l'a évoqué dans Rêverie du promeneur solitaire. Il a d'ailleurs écrit que c'est sur l'île Saint-Pierre qu'il a passé les plus beaux moments de sa vie. Mais qui est donc Jean-Jacques Rousseau pour nos contemporains ? Peut-être que les enfants savent qui est Jean-Jacques Rousseau. Qui est Jean-Jacques Rousseau ? Je ne connais pas, j'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas spécialement qui c'est. C'était un poète. Il a vécu à Genève.
un certain temps, et puis il était aussi à l'île Saint-Pierre. Qui est Jean-Jacques Rousseau? Le philosophe. Il est habité à l'île Saint-Pierre il y a 300 ans. Voilà, j'ai rejoint le point de rendez-vous. On dirait qu'une bonne vingtaine de participants se sont donné le mot. Caméra au point, le but du jeu sera pour moi de ne pas rater une miette de la visite. On va se balader dans les rues du village de Courtelary et on va terminer plus ou moins au centre du village. Se balader dans les rues de Courtelary, à l'heure qu'il est, c'est à peu près la seule chose qu'on connaît du programme. Pour en savoir plus, je m'approche de la guide Corinne Estopé. Cette accompagnatrice en montagne est l'une des 3 guides du parcours. Avec elle, je devrais en apprendre un peu plus. Corinne Estopé, ce salaire de la Suze, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez un peu nous aiguiller? Alors, c'est une balade dans les rues de Courtelary. Donc, on va parler de l'industrialisation de la région, mais l'industrialisation, c'est une longue période qui dure plusieurs siècles. Et nous, on se concentre en fait sur la fin du 19e, le milieu du 20e, et on prend vraiment l'exemple des travailleurs et de l'eau de la Suze, qui est un vecteur important d'énergie dans la région. Voilà, alors ici on arrive à la paroi avec ses nombreuses inscriptions. Et puis je m'arrête juste ici devant la plus ancienne, donc ce 1633, avec dessous encore un signe. On ne sait pas si ça va avec la date ou pas. Voilà, et puis ici on est vers un endroit qui était caché assez longtemps, qu'on a redécouvert l'année passée, avec l'année 1860, des initiales CM, et puis ensuite le C-Bram. C'est comme ça que, semble-t-il, on écrit le nom Abram au Canada. On pense que les anabaptistes étaient rassemblés ici dans cette gorge, puisqu'ils ont été persécutés dans l'Emmental, c'est de là où ils sont venus dans notre région. Ils se sont retrouvés très probablement ici en lieu secret, ou au moins par la visibilité de tout le monde. Alors il paraît que c'est vous qui détenez le secret de la tête de moine? Alors secret, j'aime pas beaucoup parce qu'en définitive, il n'y en a pas. La seule chose qu'il faut, c'est respecter toutes les étapes qu'il y a pour faire ce fromage. Donc c'est un lait de qualité irréprochable, 2, respecter le temps imparti pour le fabriquer, qui est 1h30. Et dans cette 1h30, il y a plusieurs étapes qu'il faut nouveau, à chaque étape, respecter son temps. Et puis là, je descends. Toute l'astuce, c'est de passer sous le fromage, puis toi, tu donnes du goût. Voilà, nous arrivons à la fin de cette dernière émission Télé-Église. C'était l'occasion de regarder en arrière sur 410 émissions Télé-Église. Il me reste à dire merci. Merci à toute l'équipe. Merci aux anciens présentateurs, à toute l'équipe de Télébilingue, à tous les invités, sans qui évidemment ces émissions n'auraient jamais pu avoir lieu. Merci aux églises, aux paroisses catholiques et protestantes, au Conseil du Synode jurassien, à tous les partenaires et les œuvres d'église. Et surtout, merci à vous, téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis fidèlement. Nos meilleurs vœux vous accompagnent. Adieu et portez-vous bien.